Alors les amis de M Magazine et M Télé, bonjour je vous présente Monsieur Denis Coderre qui est notre invité politique donc pour le prochain numéro de M Magazine. Monsieur Coderre, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va, merci. Merci de nous recevoir chez vous à votre bureau de comté. Monsieur Coderre, vous avez été entre autres secrétaire d'État au sport amateur, ministre de l'immigration et ministre de la francophonie et j'en passe. Actuellement, vous êtes pour la 6e fois donc député fédéral de Bourassa et ce depuis 1999. 97, oui, c'est bien, 97. Le 2 juin, ça va faire 15 ans que je suis député, que j'ai en toute humilité cette belle confiance entre les citoyens de Bourassa et moi. Très bien. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un politicien né? J'ai pas juste l'air d'Obélix, je pourrais dire peut-être que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je sais pas si c'est de la potion magique, mais moi j'ai aucun... vous savez, il n'y avait pas de Ritalin dans mon temps quand j'étais jeune, et puis ça a commencé très jeune, à la maternelle, à 5 ans. J'ai gagné ma première élection. Il faut dire qu'il n'y avait personne qui voulait appliquer. J'espère que c'est parce que je faisais l'unanimité. Mais à l'âge de 6 ans, il m'est arrivé une expérience assez exceptionnelle. J'avais un professeur, en fait, une dame qui avait vu en moi quelqu'un qui était hyperactif, mais qui avait un peu de la gueule, comme on dit par chez nous. Et elle m'avait demandé, comme devoir, de faire un poème. Mon père est menuisier. Et il avait fait une estrade et un lutrin en bois. C'était un homme d'une extrême générosité. Et il a créé un monstre, par exemple, parce qu'en faisant ça, et quand j'ai fait le poème, qui était en fait un discours, je pense que je parlais d'espace vert, puis elle m'a demandé d'en faire un par semaine. Je sais pas ce qu'elle voyait, mais ça a comme déclenché quelque chose en moi. J'ai toujours aimé... Elle a détecté en vous. Ben, probablement, et c'est comme un entraîneur, hein? Elle a vu l'étincelle où elle a allumé le feu. Et moi, j'ai aucun problème à dire que je suis carriériste, que j'adore la politique, que je veux servir, puis d'épouser des causes, d'être une voix à ceux qui n'en ont pas, ceux qui en ont moins. Et donc, c'est ça la définition que vous faites de la politique, c'est servir? C'est servir, c'est d'être un représentant, c'est d'être un porte-voix, c'est d'être un trait d'union, c'est d'être le ciment de la population et les institutions. Et je dois vous avouer que malgré la vague orange, malgré tout le cynisme que les gens ont envers la politique. Moi, c'est ma 9e campagne électorale et j'ai perdu les 3 premières, donc je me suis fait les dents. Mais on dirait pas, on imagine mal, M. J'ai commencé en 87, j'étais à l'élection de 88 en Joliette. Je suis originaire de Joliette, mais ça fait 38 ans que je suis à Montréal-Nord. Et j'étais l'agneau sacrifié en 1990 parce que c'était après la mort de Mitch, on se souviendra, où il y avait 250 000 de Québécois qui étaient très choqués avec raison. Et je me suis présenté suite au décès de Jean-Claude Malépard. M. Chrétien m'avait demandé d'être candidat. Et c'est Gilles Duceppe, c'était en fait. J'étais le premier agneau sacrifié contre le Bloc québécois. Et par la suite, j'ai malheureusement perdu dans mon comté ici la première fois par 53 voix. Et par la suite, j'ai dit, ben écoutez, vous allez être tanné de m'avoir comme candidat professionnel, fait qu'il faut que je gagne. Alors, j'ai travaillé très fort et j'ai gagné par 8900 et j'ai gagné les 6 dernières. Très bien. Monsieur Coderre, vis-à-vis de la méfiance des citoyens envers les politiciens, vous préconisez quelque chose de très simple, c'est d'être soi-même. Et pour utiliser votre expression, être authentique. C'est essentiel, effectivement, mais est-ce que c'est suffisant? Ben, c'est pas juste d'être authentique, il faut évidemment travailler en conséquence, mais si le politique ou la vie, en fait, c'est pas juste, c'est être et l'être et le paraître doivent s'amalgamer. L'être et le paraître, ça c'est vrai. Et c'est le to be or not to be, je sais pas, c'est très shakespearien comme entrevue maintenant. Non, mais j'aime bien l'être et le paraître, effectivement. Ouais, mais c'est parce que malheureusement, on est aussi dans un monde de perception. C'est comme en justice, le principe de justice naturelle, c'est il faut qu'il y ait justice et apparence de justice. Et en ce sens, moi je pense que le fait d'être authentique, le fait de dire ce qu'on pense, ça marche pas toujours, ça passe pas toujours, mais les gens disent, ben au moins on sait à quoi s'attendre. Et le fait... Je mets intimement lié l'authenticité et le droit à l'erreur. Alors, quand on démontre aux gens qu'on est humain, quand on démontre aux gens, regarde, tu sais, on dit au baseball chez nous, je suis un maniaque de baseball, le plus grand frappeur avec 400 de moyenne, mais 400 de moyenne, c'est toujours 4 sur
4 coups sûrs sur 10. Alors, c'est sûr que tu peux pas gagner à tous les coups, mais je pense que quand tu peux être vrai, quand tu peux travailler là-dessus, puis que tu parles avec les gens, il y a l'authenticité, mais il y a la proximité. Oui. Ça, c'est important. Et ça, c'est votre point fort, la proximité. J'essaie beaucoup. Ouais, c'est peut-être le manque d'affection. Les politiciens ont ces grands incompris. Mais je pense que le meilleur antidote au cynisme, je l'ai toujours dit, c'est cette authenticité. Et le fait, vous savez, mettons, t'es mon ami. Si t'es mon ami, je te dirai pas ce que tu veux entendre. Je vais te dire ce que tu dois entendre. C'est pas toujours agréable. Mais ça peut être dans la mesure où c'est de bon goût et c'est constructif. Je pense que c'est comme ça que tu bâtis une relation. Et une relation avec une population, c'est comme entretenir une fleur. Faut que tu sois vigilant, faut que tu enlèves les mauvaises herbes, faut que tu l'entretiennes, faut que tu démontres l'affection, faut que tu la protèges. Et je dis la fleur parce que c'est très fragile. Donc la confiance, c'est très fragile. La démocratie, c'est très fragile. Et le fait d'avoir cette attitude d'humilité, moi je pense que l'avantage que j'ai, c'est triste à dire, j'ai perdu avant de gagner. Absolument, oui, c'est ça. Le fait de perdre avant de gagner, vous savez, si tu gagnes fort, puis tu commences, puis tu fais la grosse tête, tu vas vivre une expérience. Mais si tu veux en faire une carrière et si tu penses que, pour moi, c'est une vocation, si tu as cette passion-là, puis tu veux servir, ben sois toi-même, puis accueille les gens, puis dis-leur, donne-leur juste. Et si ça fait pas, ben tu dis, écoute, dans 4 ans, il y a un rendez-vous électoral. Et puis bon, ben maintenant, depuis 15 ans, je pense que le courant commence à passer. Très bien. Très bien. Donc, c'est parti pour autre 15 ans. Hein. Ah, ben, je sais pas, mais moi, j'ai aucune difficulté. Les gens disent, Coder, t'es carriériste, t'es épouvantable. Ben non, regarde, j'aime la politique. Je vais faire de la politique toute ma vie. Je veux aider les gens. Mais faire de la politique, ça peut être partout. Ça peut être au fédéral, ça peut être ailleurs. Mais ce lien de confiance est vraiment un privilège. Ok, très bien. Pour revenir aux réseaux sociaux, oui. qu'est-ce qu'apporte M. Denis Coderre à cette grande famille virtuelle et qu'est-ce que cette grande famille virtuelle apporte à M. Coderre? Je vais vous raconter une anecdote parce que j'étais Facebook, c'est plus ludique. À un moment donné, on échange des vidéos. C'est juste drôle, évidemment. Faire attention, tu es quand même un homme public. Oui. Il y en a qui l'oublient. Oui, il y en a qui s'oublient, mais je pense que ça leur, comme on dit chez nous, ça leur vole d'en face. Oui. Mais moi, je suis très, très près de la communauté haïtienne, comme vous le savez. La diaspora est à Montréal-Nord. Vous parlez créole. Pas gain choix. Et il est arrivé le fameux séisme, cette catastrophe naturelle énorme, il y a 2 ans. Oui. Et j'avais des amis qui étaient là. D'ailleurs, j'ai perdu un de mes amis, Serge Marcil, l'ancien député et ministre provincial. Mais beaucoup de gens m'appelaient, de la communauté, disaient, hey, mon père est là, mon frère, qu'est-ce qui se passe? J'avais une relation assez intimiste dans ce dossier-là. Et puis, la communication était coupée, on le sait. Oui. Sauf par Twitter et Skype. Et là, j'avais déjà commencé Twitter. Et cet outil-là est devenu un carrefour extraordinaire. Et je me suis mis à passer la nuit. J'avais le bureau du premier ministre qui m'avait appelé et j'ai dit, écoutez, si vous ne voulez pas faire de partisanerie, moi j'étais conseiller du premier ministre pour Haïti, j'étais ministre de la francophonie et j'étais un de ceux qui étaient là dans les derniers temps d'Aristide et tout ça, donc je connais la diaspora. Alors j'ai dit, on va travailler ensemble. Alors Twitter, c'est devenu non seulement une source d'information, mais c'est devenu un outil de communication, c'est devenu une plateforme importante. Et par la suite, ben, ça a grandi. Donc, Twitter est devenu non seulement un outil de communication important, mais c'est devenu une autre façon d'avoir une certaine proximité avec les gens. Mais là, on a parlé, là, c'était sérieux, puis c'était important, mais c'était aussi pour partager ma passion pour le cinéma. Je suis devenu monsieur hockey, alors je donne mes commentaires. C'est une référence maintenant. Il paraît, mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est 140 caractères. Ouais. Et en quelque part... Pour un politicien, c'est un défi. Ben moi, j'ai toujours un peu le sens du clip parce que j'ai fait de la radio pendant 3 ans. Oui, c'est ça. Radio. Oui, tout à fait. Et d'être animateur radio et puis de dire sur Twitter, bon, ben...
On vous dit en 140 caractères, ça forme l'esprit, ça l'aiguise l'esprit, je dirais. On dit l'essentiel, on va directement à l'essentiel. Voilà. Et non, c'est devenu intéressant, là, maintenant 52 000. Oui, super. Quand même. Très bien. Hein? Mais ça donne de la notoriété, finalement, quand même. Hein. C'est au-delà de nos frontières de comté et tout ça, c'est... Oui, puis ce que je trouve intéressant, c'est que les 52 000, moi, je dirais pour la grande majorité, c'est vraiment du Québec. Il y a mon ami Justin Trudeau qui en a 100 000, lui, il est plus pan-canadien. Moi, je suis plus concentré au niveau du Québec. Mais c'est ce que je trouve intéressant des médias sociaux en général. Parce que quand j'écris un mot, non seulement c'est sur Twitter, mais c'est sur Facebook et je suis sur LinkedIn. Ouais. LinkedIn, j'ai de la misère avec ce mot-là. En tout cas, le réseau des affaires, des gens d'affaires. Ouais. Alors, ça veut dire que en même temps, il y a 60 000 personnes qui reçoivent un message. Mais ça devient un focus group. Le fait que je parle pas que de politique, puis que c'est moi qui l'écris moi-même, donc une relation aussi intimiste. Mais quand je veux parler de politique, quand je veux débattre d'un enjeu, j'ai une réaction immédiate. Ou bien quand il y a quelque chose qui se passe dans l'actualité, j'ai aussi une réaction immédiate. Et moi, je suis un maniaque d'information, donc je lis en même temps Le Monde, le matin, il y a plein de... Connecté un peu. Non, on est connecté. Donc, à ce moment-là, c'est comme on assume le village global et on a en même temps des nouvelles. Absolument. Et ça nous aide à être une meilleure personne, puis un meilleur politicien. Très bien. Monsieur Coder, on va aller maintenant à certains sujets. Alors, donc, on va parler du Parti libéral. Ouais. Quelle est votre lecture, presque une année après donc les dernières élections? Comment vous voyez un peu le recul du Parti libéral? Ouais, ben, je ne tomberai pas dans le post-mortem. On a mangé une maudite. Mais je pense que c'est des cycles. Oui. C'est un arbre qui a des racines profondes. On dirait que vous avez abordé ces résultats-là avec beaucoup de sérénité. Hein. Vous n'étiez pas du tout affolé. Non, mais tu peux pas faire autrement. Je veux dire, il ne faut pas paniquer. Là. Je veux dire, tu constates, tu assumes, tu assumes le coup, tu te relèves, tu y vas. Ouais. Justement, comment pensez-vous que le Parti libéral va se relever? Moi, je pense qu'on a déjà démontré. Ce que je trouve intéressant, il y a un politicien, c'est le seul bleu que c'est le seul dit conservateur que je vais citer dans ma vie. C'est Maurice Bellemare, qui était de l'Union nationale, qui disait, c'est pas la grosseur de la hache qui compte, c'est la force du swing dans le manche. Alors, ça dit tout. On a 34, maintenant 35, parce que quelqu'un du NPD, comme vous savez, Mme Saint-Denis, qui est venue avec nous. Là-dedans, il y a 14 anciens ministres, puis un ancien premier ministre, Bob Rae. Oui. Et je dois vous avouer que, la première étape, c'est de ne pas paniquer. Deuxièmement, c'est de laisser retomber la poussière. OK? Parce que ça ne sert à rien de s'affoler puis d'essayer d'atteindre les gens. Regarde, il faut que tu assumes le coup, tu prends le coup, puis il y a une période que tu dois prendre en considération. Puis il y a une bonne dose d'humilité que tu dois assumer. Oui. OK? Alors, mais pendant tout ce temps-là, puis regardez au niveau de la période des questions, regardez au niveau de la profondeur des débats. Je dois vous avouer qu'on est vraiment perçu comme la vraie opposition officielle. Justement, une de mes questions, c'était justement comment vous voyez l'opposition actuelle? Est-ce que réellement elle répond aux attentes et aux espoirs que les Québécois, entre autres, ont mis là-dedans? Ben, moi, en toute candeur, je vous dirais que les Québécois ont essayé d'autres choses. Ont voté pour Jack Layton. Les gens le NPD pourra dire ils ont voté pour nos politiques. Non, ils ont voté pour Jack Layton. OK? Malheureusement, M. Layton est décédé. Et les gens ont eu comme un coup de cœur pour lui, mais ils ont voté aussi contre le Parti conservateur où les valeurs, ils ne s'identifient pas aux valeurs du Parti conservateur. Mais ils ont aussi envoyé un message au Bloc en disant que, bon, vous êtes là depuis 20 ans, il faut passer à d'autres choses. Bon, et nous, on a fait une campagne assez bien, sauf que le jello n'a pas pris, puis la chimie n'était pas là. Ouais. Alors, mais pendant ce temps, ça veut dire que les prochaines élections au Québec, ça va être un terreau extrêmement fertile, et ça va faire une différence. Et là, il faut aussi assumer que c'est un gouvernement majoritaire. Alors, vous voyez tout ce qu'on voit présentement, puis la façon dont se comporte ce gouvernement-là. Les gens vont avoir un bilan
de ce gouvernement-là, tant minoritaire que majoritaire. On vote pas pour l'opposition, hein, on défait le gouvernement. Ouais. Ça a toujours été vrai. Et à ce moment-là, nous, je pense que par la profondeur, on a eu quand même un congrès national, il y a eu 3200 personnes, c'est exceptionnel. On a un esprit de corps assez important, je te dirais, comme parti. C'est peut-être pas suffisant. Il va y avoir un leadership qui s'en vient aussi. Oui. On va y penser. Et par la suite, on verra. Mais je pense que tu ne sais pas sur une fleur la faire pousser plus vite. Il faut assumer les étapes. Puis on est rendu là, mais je pense qu'on a vraiment bien performé. Et Bob Rae est une des raisons pourquoi ça a super bien fonctionné. Il a vraiment joué un rôle. Vous savez, on aurait pu faire de la basse partisanerie dans certains débats. On a amené, par exemple, le débat du suicide. L'importance de l'eau. Dans le fond, ce qu'on dit aux gens, c'est pas juste d'être dans le ponctuel, c'est de regarder le moyen puis le long terme, puis de commencer à démontrer qu'on est un gouvernement en attente, puis qu'on est la vraie alternative. Très bien. M. Coderre, de vos 48 ans au Parti libéral, vous avez passé plus que 29 ans. Oui. C'est ça, 48 ans, donc 29 ans dans le Parti libéral. Là. Exactement. Alors, n'est-il pas temps d'en prendre les commandes du parti? J'ai réfléchi. Oui. OK? Et j'ai dit, je l'ai écrit d'ailleurs, 2011 était une année de réflexion. J'ai eu des coups aussi avec le parti, là. Oui. Mais j'ai dit 2012 va être l'année de décision. Okay. Alors, je vais vraiment prendre des décisions en 2012. Je dois réfléchir comment je veux servir la population. Tu peux pas être 29 ans dans un parti politique comme le Parti libéral sans prendre fait et cause de son avenir, puis de se dire quel rôle que je peux jouer dans cet avenir-là. Je me suis jamais caché que j'avais de l'ambition. Donc, finalement, 2012 sera l'année des grandes décisions pour vous. Oui, tout à fait. Ouais. Vous étiez lieutenant québécois du Parti libéral et vous avez démissionné, on s'en souvient, avec... un certain fracas. Fracas, oui, c'est le terme qui revient. Je voulais chercher autre chose, mais c'est le terme, en tout cas. Et justement, c'était pour protester contre une certaine tendance au sein du parti, dans le noyau dur du parti, donc une certaine tendance pour contrôler le Québec. Donc, c'était une des raisons pour votre démission. Alors, depuis le temps à date, est-ce que les choses ont changé? Oui, les choses ont changé. En fait, les choses ont... Le coup de gueule que j'ai donné a eu un impact. Parce que déjà, l'entourage de Michael Ignatieff a été changé à l'époque. Moi, j'ai choisi le Québec. Je suis Canadien, mais j'ai choisi le Québec. Et si, comme on dit par chez nous, si je suis pas capable de prêcher pour ma propre paroisse, si on n'est pas capable d'assumer la réalité historique et du parti et du Québec, ben, écoutez, moi, je n'ai pas d'affaire là. Mais le Parti libéral est un grand parti. J'ai parlé avec fracas, mais j'ai pas lâché le parti. Parce que tu peux pas donner toutes ces années-là, puis avoir choisi l'ensemble des candidats, puis dire, je vais vous laisser tomber. Alors, je suis resté. Mais je pense que il faut faire les choses, il faut pas faire les choses autrement dans ma tête. Il faut faire les choses correctement. À l'ombre de l'abolition du registre des armes, de la loi C10, quoi d'autre, de l'abolition des accords de Kyoto. Comment vous pouvez qualifier les rapports entre Québec et Ottawa? La première chose qu'il ne faut pas faire, c'est que ça peut être un mauvais gouvernement, il a été élu, ça peut être un mauvais gouvernement, mais ça ne veut pas dire qu'il faut changer le pays pour autant. Ça, c'est le premier constat que je fais. Ma conception du Canada, c'est l'addition des spécificités régionales dans un objectif commun. Notre rôle, c'est de protéger les spécificités régionales. Le Québec est une nation, par exemple, comme l'Atlantique a des besoins, tout ça, mais nous sommes une nation. Mais il faut travailler pour l'objectif commun. On a un gouvernement qui a laissé tomber l'objectif commun et qui divise pour régner. Et ce qu'on doit faire, c'est non seulement d'être vigilant, c'est d'être pertinent et percutant. Et ça, c'est le rôle de l'opposition. C'est-à-dire que 3 ans, ça va passer vite. Et il faut justement... Moi, j'ai toujours défini un peu le Québec et le Canada, c'est 2 choses. C'est la sécurité culturelle et la sécurité économique. Donc, il faut évidemment regarder au niveau de l'économie. Il y a des enjeux importants comme l'avenir des régimes de pension. On a protégé le Canada parce que un gouvernement chrétien et Martin ont empêché la fusion des banques.
puis il y a eu des surplus. Bon, ils peuvent se targuer que c'est de leur faute, puis que les conservateurs peuvent faire de la récupération, mais la réalité est aussi libérale en ce sens. Mais là, l'avenir de l'environnement, le développement durable, la question économique, comment la relation intergénérationnelle et tout ça. Et si on ne définit pas cet objectif commun, il va y avoir des crises importantes de valeur. Il va y avoir de plus en plus d'iniquité sociale. Il va y avoir des réalités auxquelles on n'aimera peut-être pas les conclusions. Et c'est pour ça que notre rôle, nous, c'est de dire ce Canada-là de Stephen Harper, je le rejette. On respecte les gens qui peuvent faire des débats, mais moi, je ne pense pas que le Canada doit être idéologique et dogmatique. Et c'est peut-être la différence entre un parti libéral, un NPD, et le Parti conservateur. Le Parti conservateur est un dogme de droite, le NPD est un dogme de gauche. Nous, on se dit, garde, on a le cœur à gauche puis le portefeuille à droite. Je veux dire, il faut être pragmatique. Je suis très agraire, je viens de Joliette. La région de Joliette, on est très agraire chez nous. Alors, il faut, à ce moment-là, assurer d'être inclusif dans ce débat-là, d'être un porte-parole de ces valeurs qui rejoint l'ensemble de la population, à mon avis, de montrer par notre pertinence qu'on mérite leur confiance pour l'après. Et on verra par la suite. Il va y avoir une campagne électorale. On va choisir un nouveau chef, quel qu'il soit, et il va y avoir une prochaine campagne. Il va y avoir un bilan de ce gouvernement-là. Mais entre-temps, il ne faut pas se croiser les bras et dire, ben, il n'y a plus rien à faire. Sinon, ça sert à quoi les élections? Ça sert à quoi le parlementarisme? On peut avoir un gouvernement qui est très néfaste pour les institutions démocratiques puis le traite de façon inadéquate, mais il faut continuer le combat, puis ça fait partie de la fleur. Il faut l'entretenir pour notre relation avec la population. Il faut de la passion et de la patience. Ça, il y en a. Exact. Monsieur Deliconder, on retourne à Montréal. Oui. Vous habitez à Montréal depuis... Maintenant, on va faire des mises à jour aujourd'hui. Donc, depuis 38 ans? 38 ans. C'est parfait. Donc, j'ai rajouté 2 ans par rapport à ce que j'ai. Donc, c'est votre ville et vous la connaissez très bien. Pas mal. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'en 2013, nous aurons M. Coder comme maire de Montréal? Ça fait partie de la réflexion. Humblement, il y a beaucoup de gens qui m'en parlent à travers pas juste à Montréal, mais un peu partout. Il y avait même un sondage qui vous donnait 23%. Oui, j'ai vu ça, mais un sondage, il faut faire attention. Il faut prendre ça avec un certain grain de sel, mais c'est un Polaroid de la situation ponctuelle. Comme a déjà dit quelqu'un, j'ai mal à Montréal. Oui. Je trouve ça un peu triste, qu'est-ce qui se passe. Il y a tellement de belles choses. Je trouve il faut ramener de la fierté, il faut être plus positif, on a besoin d'une meilleure cohésion. Il y a une réalité de leadership, ça je l'ai déjà dit. Mais il y a moi, je suis pas un député en attendant. Je suis pas un député en attendant, là, puis je magasine pas. Alors, il va y avoir un rendez-vous électoral en novembre 2013. On est présentement en mars 2012, donc il y a du temps de réflexion. Ça fait partie de la réflexion. Mais je l'ai dit, ça m'intéresse, je vais y penser, puis je vais prendre une décision en temps et lieu. Mais même déjà, moi, comme député, je suis critique du transport, des infrastructures et des collectivités. Je pense moi, je pense qu'on doit tous faire partie de la solution, puis on est capable de faire partie de la solution. Et il y a trop de succès, puis il y a trop une belle réputation par rapport à Montréal pour dire, ben, je vois pas la forêt parce que j'ai un arbre devant moi. Donc, il faut avoir une approche beaucoup plus macro que micro. Je constate des choses, là. Bon, on est dans le mois d'hiver, ça a l'air qu'il y a des trottoirs qui sont pas bien déblayés, tout dépendant de l'arrondissement. Mais non, en temps et lieu, je vais prendre une décision. Vous pouvez être sûr que je vais vous le dire. Très bien. Et en attendant, donc, j'imagine que vous êtes en train de cultiver, on va mettre ça entre parenthèses, donc une stratégie pour, et là aussi, mettre en majuscule, sauver Montréal. C'est ça la clé du succès des prochaines élections. De toute façon, moi, comme député, déjà, je fais partie d'une table de concertation pour l'Est de Montréal. J'ai un rôle à jouer comme député. Je peux interpeller le ministre en fonction. Il y a des choses qu'on doit faire au niveau du gouvernement fédéral. Évidemment, j'ai beaucoup d'alliés et des gens que je connais bien. Ce que je trouve flatteur, et je dois vous avouer que ça me touche beaucoup,
c'est que dans ce merveilleux monde de cynisme présentement, d'être perçu comme faisant partie de la solution, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose que j'ai fait qui fonctionne. Et c'est le rôle d'un politicien. Donc, je suis très touché du fait que les gens me voient comme cette alternative. Je les décevrai pas dans le sens que je vais leur donner une réponse éventuellement, mais il faut qu'il se passe quelque chose à Montréal, ça c'est sûr. Très bien. On vous a déjà posé cette question, mais je reviens à la charge. Est-ce que, comment vous comptez, si vous allez vous présenter à ces élections, comment vous comptez vous y prendre? Est-ce que vous allez rejoindre un parti déjà existant, ou vous allez constituer un autre, ou comment? Quand je vais prendre la décision finale, je vous répondrai à cette question. En primeur. Bah, peut-être pas en primeur, parce que... Avant Paul Arcand. Peut-être sur Twitter. Oui, on va être à l'affût alors. Non, mais... Moi, c'est pour ça que je dis que je suis pas en attendant. Là. Je joue pas au maire, je joue pas au député en attendant, je magasine pas. Je dois prendre une décision par rapport à mon propre avenir dans le parti. Qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Vous savez, je vais avoir 49 ans et je l'ai écrit, je me sens à la croisée des chemins. Ouais. Puis j'ai une décision à prendre personnelle. Très bien. Ça peut être du côté de la ville, comme ça peut être du côté d'Ottawa. Je vais prendre la décision en temps et lieu, mais je vais être honnête avec les gens, puis en temps et lieu, je vais donner la réponse. Très bien. Là, c'est une dernière question par rapport à ce sujet-là. Oui. Comment vous allez prendre cette décision? Moi, j'essaie juste d'extrapoler. Non, parlons d'authenticité, là. En parlant d'authenticité, quand vous devrez prendre ce genre de décision, est-ce que le leadership du Parti libéral, est-ce que la mairie de Montréal, est-ce que, bien sûr, vous êtes entouré, vous travaillez en équipe, mais l'ultime décision, comment vous prenez ce genre de décision-là, des décisions majeures? Ben, à un moment donné, il ne faut pas que tu te fies juste sur les autres. Je veux dire, consultation ne veut pas dire décision. Et puis, à un moment donné, tu t'assois, tu regardes la réalité, puis tu dis, bon, ben, écoutez, c'est une question d'instinct, c'est une question... c'est une question de... Il y a un moment propice, il y a un moment donné où tu dis, OK, je dois prendre une décision. Et tu la prends. Il a toujours été comme ça. Mais... il y a un adage qui dit « Je traverserai le pont quand j'arriverai à la rivière ». Donc, il faut arriver à la rivière avant de traverser le pont. Alors, on verra, mais je l'ai dit. C'est sûr que ça m'intéresse, mais on verra. Très bien. Vous avez utilisé 3 fois. C'est la seule chose que je vais paraphraser de François Legault. Oui, j'ai compté 3 fois. J'aimerais avoir votre commentaire d'une manière brève sur certaines affaires brûlantes. Bref, ça veut dire que je parle trop Non, longtemps. non, c'est correct. Non, honnêtement, non, c'est bien. Juste par rapport à la grève des étudiants vis-à-vis pour empêcher la hausse des frais de scolarité, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre commentaire? Ben, mon commentaire est simple, c'est que, le rôle du gouvernement canadien, c'est d'assurer qu'on puisse avoir le financement au niveau des institutions postsecondaires. Donc, je me suis jamais mêlé de juridiction, mais du côté du gouvernement fédéral, il y a une réalité d'endettement chez les étudiants, il y a une réalité d'endettement au niveau des institutions scolaires, et l'éducation est de juridiction provinciale, mais le postsecondaire, c'est fédéral. Alors moi, comme député fédéral, je pense qu'on doit faire partie de la solution et d'assurer au nom de la qualité de l'enseignement, de donner les fonds nécessaires pour les institutions. Pour le reste, tout le monde a le droit de manifester, puis il y a une réalité juridictionnelle qui s'applique. Très bien. Alors, les appels automatisés trompeurs, ça c'est... Non, c'est dégueulasse. Non, c'est de dire, de se faire passer pour un autre parti politique, d'appeler pendant le sabbat, puis dire à la communauté juive... allez voter quand on sait pertinemment que c'est de faire œuvre de diversion, puis d'empêcher du monde de voter, de faire de l'usurpation d'identité au nom d'Élections Canada, c'est criminel, là. Au nom d'Élections Canada, puis de dire aux gens allez voter ailleurs, c'est un droit fondamental, de dire qu'un député va démissionner, donc une partielle s'en vient, d'avoir 2700 nouveaux noms dans un comté en Ontario, pas d'adresse, sauf UPS, puis la personne a perdu par 4000 voix, donc quand tu regardes les chiffres en termes absolus, il y a peut-être quelque chose là, de se faire passer, d'appeler une journée
pour voir quel parti politique t'appuie, puis parce que t'es pas du Parti conservateur, on rappelle par la suite, pour dire que mais le vote n'est pas là, il est là à... Regarde, je veux dire... c'est énorme, c'est pas rien, ça. En train de faire passer le Tea Party pour une tisane, là. Ça n'a pas de bon sens, là. On n'est pas aux États-Unis, là, puis toute la question de ces appels fraudeurs, des vols d'élections, c'est inacceptable. C'est pour ça qu'on se dit, puis là, le Parti conservateur est sous enquête. Oui, donc, c'est au niveau d'Élections Canada, c'est au niveau de la GRC. La GRC, oui. Alors, on dit, garde, là, on va beaucoup trop loin, puis on a un gouvernement qui veut pas faire la lumière. Il dit qu'il va collaborer. Il veut dire, nous autres, on n'a pas fait d'appel. OK. Qui a fait des appels pour toi? Ça, c'est la deuxième question. Ben, voilà. Alors, programmé. Alors, qui l'a programmé? Pourquoi? Puis moi, je viens de Joliette. Pierre Poutine, la rue séparatiste à Joliette. Ça n'existe pas. Donc, ça prend une enquête. Ça prend une enquête approfondie. Il faut que Élections Canada ait tous les pouvoirs pour aller chercher trouver le problème, et puis si c'est un parti politique, si c'est des individus, bien, on nous le dira. Mais l'enquête actuellement est au Parti conservateur et pas dans les autres partis. Alors, de faire des diversions, parler de campagne de salissage et tout ça, vous le passerez. Allons vers l'essentiel, et l'essentiel, c'est quoi? C'est de faire la lumière sur ce dossier-là, parce que là, on touche au droit fondamental d'un peuple. Absolument. C'est le droit, un des droits les plus importants, c'est le droit de vote, le droit de choisir ses gouvernants. Ben, voyons donc. Ouais, très bien. Parfait. Donc, on arrive à notre dernière partie, et l'écho, c'est vraiment des petits commentaires. OK, un mot. Oui, un mot. On n'aurait aucun problème. 2 mots, hein, on peut aller. Alors, on commence par le premier mot. Oui. Ou le premier nom, Gary Carter. Un idole. C'est un homme, pour moi, qui... L'hiver, on était tous des Guy Lafleur au hockey. L'été, on était... Puis moi, j'étais receveur au baseball. J'étais Gary Carter. Et c'est un des plus grands ambassadeurs que le Montréal ait connu. Alors, il faut lui rendre hommage. Vous savez qu'il y a une consultation. Vous avez une idée sur l'endroit où... Moi, j'ai proposé dès le début, ou bien que ce soit une place Gary Carter dans les installations olympiques, parce que c'est sa maison, ou bien un métro. Quelqu'un m'avait suggéré le métro. Je trouvais ça brillant, parce que c'est pas de changer le P9, puis de ceux qui croient que c'était pas changer le boulevard non plus, mais quand tu passes à la station Gary Carter, tu sais, je suis au stade olympique. Bon, il peut y avoir un parc, il peut y avoir toutes sortes de choses. Moi, j'ai pas de problème avec la consultation, mais ce qu'il faut, c'est de la décision, par exemple. Puis c'est pas au détriment des autres décisions, parce qu'il y a des gens qui me disaient, oui, mais Robert Bourassa, j'espère que M. Bourassa va être à sa juste valeur reconnu, parce que c'est indécent là, que ça ait pris tant de temps que ça. Mais non, Gary Carter, pour moi, c'est un indéniable, un incontournable. Très bien. Cette saison du Canada. 2 mots, hein. Oui, non, c'est correct. 2 idées déjà. Non, c'est moi qui ai prolongé la question. Oui, voilà. C'est pas du fédéral. Du municipal. C'est municipal en plus. Ouais, ouais. Même pour municipal. Oui, vous voyez. C'est fort ça. Magique, mosaïque, municipal. Oui, voilà. Continue. Pas mal. Alors, la saison du Canadien. Pathétique. Pitoyable. Changez-moi ça. M pour médiocre. M pour médiocre. Ouais, il y a quelque chose qui se passe entre nous deux, là. Ça commence à... c'est épouvantable. Regarde. On lave avec un tuyau à grande eau. Oui. On oublie. Oui. Gomez-Hamilton. Bye-bye. Mais le problème, c'est qu'on on change pas une équipe qui gagne, mais là, on va pas changer une équipe qui perd. Non, mais ça a l'air d'une... Regarde, je dirais, Hamilton a une mauvaise saison parce que tous les joueurs sont montés. Mais il y a des jeunes qui ont bien performé. Je veux dire, Desharnais, hier, Pacioretty, son 30e but. Mais il y a un problème de cohésion, il y a un problème de cœur, il y a un problème de relation entre le leadership, quand s'il y en a. Et donc, une question d'organisation au 2e étage. Alors, non, on fait le ménage. Très bien. Puis on s'arrange pas. J'espère, c'est pas le cas, mais tu nivelles pas par le bas pour dire je vais avoir des meilleurs choix au repêchage. Là. J'espère que c'est pas ça. OK. Famille et politique. Difficile. Ouais. C'est que vous êtes père de 2 enfants. Oui, difficile. Il n'y a pas de mise à jour à faire à ce niveau-là. Non, j'en ai toujours 2. J'en ai toujours 2. Okay, je n'ai pas d'autres.
Non, non, Alexandre et Geneviève, 19 ans et ma fille a 19 et mon gars a 16 ans. Et c'est toujours difficile parce qu'il y a 24 heures dans une journée, puis il y a un sacrifice en quelque part. Donc, nécessairement, tu écopes. Mais j'ai parlé tantôt, j'ai été coach au football. Donc, j'ai vécu 3 belles années en voyant mon fils jouer au football dans les années où ça comptait. Mais j'essaie évidemment de donner du temps de qualité. On fait des choses ensemble. On peut aller voir des matchs du Canadien ou d'être là. Mais on se parle à tous les jours. On s'assure, là. Vous tweetez aussi? Savez-vous quoi? Ils m'aident. Hier, on regarde le match du Canadien. Ils sont en semaine de relâche. Là. Oui. Ben, ma fille, c'est plus forcé parce qu'elle est au cégep, mais mon gars est en semaine de relâche au secondaire. Et puis, on a regardé le match du Canadien ensemble. Puis là, il me disait, Max, ça, là. Quand je regardais les Oscars, ma fille disait, elle me faisait ses commentaires sur le tapis rouge. Alors, mon fils me demandait, il dit, papa, si t'es directeur général du Canadien, est-ce que je peux être ton associé? C'est un maniaque du sport, mais en fait, il veut faire de la télévision, mon gars. Je crois que je l'ai vu. Pour le match. Oui, d'ailleurs, oui, il y a une rubrique match. Oui, oui, TVA Sport. Oui, c'est ça. Oui, il a été magnifique. Oui, d'ailleurs, il a prédit le départ de Jacques Martin. Il s'est trompé d'un jour. Bravo, wow. Il veut faire de la télévision. Il veut faire de la télévision sportive. Bah, c'est bien. Ah, c'est magnifique. Puis ma fille s'en va en chimie à l'université, mais elle a une force et une conscience sociale extraordinaire. Mon fils est très, très sociable. Et puis, dès leur jeune âge, les deux ont fait beaucoup de bénévolat, mais ma fille a vraiment cette capacité là, elle a un grand sens du service. C'est beau de voir ça. Très bien. Ils n'ont pas attrapé le virus de la politique? Non, ils sont dans l'antidote, là. Ah, OK. Vous avez mais ils sont pas cyniques. Ah oui. Bah, c'est bien. Ça compte, par contre. Voilà. Ah, ça compte énormément. Alors, il reste 2 petites questions, donc, mais quand même, c'est important. Le français. Ben, le français, il faut le protéger. C'est la fleur aussi. Non, mais c'est comme... C'est important, c'est essentiel. Je veux dire, c'est pas juste le Québec francophone, c'est le Canada francophone. Et comme ancien ministre de l'Immigration, où j'avais mis en place des politiques pour justement assurer l'épanouissement des communautés francophones, même en dehors du Québec. Il y a une réalité démographique, il y a une réalité culturelle. Ce pays-là ne serait pas ce pays-là sans l'apport francophone. On a une chance extraordinaire. On fait partie de la francophonie. Montréal, la 2e plus grande ville francophone. Donc, non, c'est important de le protéger. Mais c'est important de le faire, pas nécessairement par coercition. Faut être fier de notre langue. Donc, il faut avoir cette fierté-là. Faut être vigilant. Il faut l'entretenir. Il faut y aller de façon très ouverte, mais il faut se faire respecter. Très bien. On n'est pas des citoyens de seconde classe. Oui, absolument. Immigration. Incontournable, nécessaire, tant sur le plan économique, sur le plan social. Le Canada est un pays d'immigrants. On a tous, à un moment de notre vie, et on est tous, à un moment donné, fils ou filles d'immigrants. Il faut le faire de façon adéquate. Il faut assurer qu'on ne tombe pas dans les étiquettes. Il y a des choses que j'aime pas nécessairement là, dans certains débats, quand on tombe trop vite à des conclusions. Il faut comprendre que l'immigration au Canada... En Europe, quand on parle d'immigration, on parle de migration, et souvent, c'est une migration illégale. Le Canada, c'est différent, en tout cas sous notre règne. Immigration veut dire citoyenneté. Donc, nécessairement, ça marche des deux côtés. Tu viens ici, puis il y a des réalités auxquelles tu es confronté, que tu dois respecter. D'un autre côté, je dis toujours, vous faites partie, l'immigrant fait partie du Trésor national. L'enrichissement de toutes ces cultures fait ce que le Canada et le Québec est. Donc, pour moi, c'est important, c'est essentiel. Et ça rapproche la planète, ça confirme ce village global. Très bien. Je me rappelle d'un voyage en Algérie. J'étais le premier ministre de l'immigration canadien à me rendre en Algérie. J'étais avec Bouteflika. Alors, je dis ça toujours un peu à la blague. On lui dit bonjour, puis on est là pendant 4 heures ensemble. Et je me suis bien amusé. Mais il me disait, Monsieur le ministre, il parlait d'immigration. Il dit, on a un arbre et vous partez avec les fruits. Oui. Je dis, Monsieur le Président, en tout respect,
on peut faire du jus pour tout le monde. C'est pas mal. Alors, je l'ai dit, j'étais maghrébin. Alors, non, l'immigration... Trouver les réponses à des questions impossibles. Tout à fait. Non, mais l'immigration, c'est important. C'est des ambassadeurs extraordinaires. C'est des ponts, ça tisse des liens. Mais il faut que ça se fasse dans le respect mutuel. Et puis, il y a une charte des droits et libertés, mais il doit y avoir une charte des responsabilités. Okay. J'ajoute parce que je sais que vous êtes cinéphile, le cinéma québécois. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment magnifique. Dire, on a toujours cette force extraordinaire. On a vu les génies où M. Lazare a remporté, mais c'est Starbucks, c'est Le Vendeur, c'est depuis J.A. Martin, photographe, mon oncle Antoine. Il y a une belle diversité, c'est une force extraordinaire. Le cinéma, c'est aussi... ça vient définir notre âme, ce que nous sommes, ce que nous voulons être, tout ça. Je pense qu'il faut s'investir, parce que ça fait partie de notre culture. Puis je pense qu'on rayonne non seulement à travers le Canada, mais à travers le monde. Et puis le rôle des gouvernants, c'est de s'investir davantage là-dedans, parce que ça fait partie de ce que nous sommes comme peuple. C'est une belle créativité, puis ça nous définit comme peuple. Justin, c'est un bel exemple de détermination. C'est quelqu'un de bien, quelqu'un qui va aller loin. On parle beaucoup du Trudeau, moi je parle beaucoup du Justin. C'est quelqu'un qui va aller loin, c'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un qui travaille très très fort. Il franchit les étapes comme tout le monde, mais c'est quelqu'un qu'on ne doit pas prendre à la légère. C'est un gars qui s'assume. Alors, évidemment, et lui-ci, il y a ce niveau d'authenticité qui sied bien aux politiciens, mais on a toujours les canaux sont toujours ouverts entre nous deux, on s'entend à merveille. Très bien. Alors, merveille, voilà, c'est le 5e ou 6e mot. Alors, merci, M. Coder, merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous. Merci. Et on vous souhaite beaucoup de succès dans votre grande carrière politique. Et continuez votre proximité avec les gens, on apprécie beaucoup ça. J'apprécie surtout l'apport de M. Je pense que c'est important. La porte sera toujours ouverte. Merci beaucoup. Alors, c'est sur ces mots d'encouragement de M. Denis Coder, on vous souhaite de passer de bons moments et à la prochaine.